Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 7 dans le cadre de cette interview que nous accorde le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine, le Gabonais Parfait Onanga Nyanga, assiste à Libreville au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont les travaux se sont déroulés ce mercredi. Et pour avoir des nouvelles fraîches de ce pays en état de guerre, quoi de plus normal que de recevoir l'un de ceux qui vivent au cœur de cette préoccupation estimée à 4 500 000 habitants pour une superficie d'environ 623 000 km². Le pays est entouré par le Cameroun à l'ouest, le Tchad au nord, le Soudan et le Soudan du Sud à l'est, la République démocratique du Congo, la République du Congo au sud. Alors que Bangui connaît des cycles de violence et de représailles à répétition, et au moment où le souverain pontife, le pape François, s'apprête à fouler le sol centrafricain pour une visite, les autorités multiplient les condamnations et parfois égratignent la MINUSCA, la mission onusienne affectée au maintien de la paix. Quel est le contenu du mandat de la MINUSCA? Quelles sont ses tâches prioritaires? Autant de questions et d'autres encore que nous allons évoquer sur ce plateau. Monsieur Onanga Nyanga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur le plateau de Canal 7 et de Carnopolitis. Vous êtes un plaisir. Merci beaucoup. Alors la première question, Monsieur Onanga, comment se porte la République centrafricaine du point de vue sécuritaire? Quelle est la situation actuelle du pays? Volatile. Le pays sort d'un conflit qui a ravagé l'ensemble du territoire centrafricain. Ce qu'il faut retenir, cependant, c'est que même si nous sommes souvent, de façon régulière, choqués par la résurgence de la violence dans certains arrondissements de Bangui, ce dont il faut se satisfaire, je crois, c'est le fait que le pays n'est pas dans une situation de guerre généralisée. D'accord. Cependant, dans Bangui notamment, nous faisons face effectivement à un ensemble de saboteurs du processus politique en cours et qui semblent s'être décidés de créer le chaos, d'interrompre la transition politique qui a cours et surtout d'empêcher le processus électoral dont ils savent qu'il va permettre au pays de choisir démocratiquement ses futurs dirigeants et puis de sortir, peut-être pas définitivement, d'une façon absolument forte, de la crise politique actuelle. Et voilà, donc c'est ce qui, malheureusement, fait l'objet de tous les conflits, de toutes les violences politiques dont vous entendez parler et qui entraîne la perte de vies humaines, de propriétés. Enfin bref, c'est une situation qui demeure volatile et qui mérite effectivement l'attention de toute la communauté internationale. Et voilà pourquoi nous nous satisfaisons pleinement de l'initiative prise par le chef de l'État de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en tant que président de la CEAC, de convoquer ses pairs aujourd'hui et de tenir l'important sommet qui a eu lieu aujourd'hui. Alors sans pour autant vous demander de les citer, puisque vous êtes dépositaire des mandats diplomatiques et non politiques, est-ce que la MINUSCA peut mettre un nom sur ceux qui sont enclins à saboter ce processus de transition? Écoutez, nous avons un mandat politique aussi. Vous avez un mandat politique aussi. La MINUSCA travaille étroitement avec les autorités de la transition. Les fauteurs de troubles sont connus. Nous pensons d'une manière générale que c'est le fait de tous ceux et celles qui ne trouveraient pas leur compte dans l'ordonnancement politique que nous avons en ce moment, dans la feuille de route qui est en train d'être mise en place par les autorités de la transition, avec l'appui de la communauté internationale. Et on pense que beaucoup des anciens présidents, au moins deux, des anciens présidents les plus récents de ce pays. Donc on peut citer François Bozizé et le dernier qui est parti récemment. Écoutez, ce que nous remarquons, c'est que ces deux anciens chefs d'État semblent ne pas trouver leur compte dans le processus politique en cours. Ils ne seront pas éligibles, c'était la décision de la CEAC.
reprises évidemment par les autorités de la transition centrafricaine, ils ne seront pas éligibles pour les prochaines échéances électorales. Et donc, ma foi, il faut regretter que ces anciens responsables politiques voient encore dans la force brutale le moyen de parvenir à leur fin. Et c'est précisément cela que les chefs d'État de la CEAC ont aujourd'hui condamné et stigmatisé. Est-ce que de ce point de vue, vous avez eu un contact avec notamment Michel Djotodia et François Bozizé? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Est-ce que la MINUSCA peut créer une sorte de rencontre entre elle et ces différents anciens chefs d'État pour prodiguer des conseils, pourquoi pas, ou pour leur montrer la difficulté qu'ils posent dans ce processus de transition? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne sont pas en Centrafrique. Et je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, ces personnalités font l'objet de sanctions et de condamnations par les autorités de la transition. Et donc, il n'est pas indiqué, en tout cas, que la MINUSCA entretienne avec ces personnes qui sont d'une certaine manière recherchées par la justice de relations quelconques. Le Conseil de sécurité lui-même se penche sur la situation de ses anciens responsables, de la situation de chaos que le pays traverse aujourd'hui. Et donc, nous ne pensons pas qu'il soit absolument indiqué aujourd'hui d'avoir un quelconque dialogue politique avec ces personnalités. Cependant, il y a en Centrafrique un paysage politique extrêmement riche. Nous avons aujourd'hui, ne serait-ce que pour prendre un exemple, déjà 27 candidats aux prochaines élections présidentielles. Donc, c'est déjà il y a de quoi faire. Voilà, c'est déjà un marché qui est extrêmement riche et donc il n'est pas besoin de s'engager dans une recherche d'autres acteurs. Et surtout que je crois que ce que le pays doit faire dans les tout prochains mois, c'est on a besoin de sérénité. Et voilà pourquoi je m'associe fortement à l'appel que les autorités, les chefs d'État de la CEAC ont lancé aujourd'hui même à tous les acteurs de la République centrafricaine, à tous les acteurs politiques, pour qu'ils s'associent à l'ensemble du processus électoral et afin justement d'en faciliter la réalisation comme la voie privilégiée de sortie de crise en Centrafrique. Alors, cette rencontre de mercredi, donc cette rencontre extraordinaire de la CEAC, est-ce qu'elle ne pointe pas les quelques difficultés que la MINUSCA traverse dans la réalisation de cette paix tant souhaitée en République centrafricaine? Est-ce que cette rencontre extraordinaire n'est pas là un justificatif de ces difficultés de la MINUSCA? Non, le premier objectif visé par le sommet extraordinaire était de se pencher sur la situation en Centrafrique, mais surtout régler une question urgente du calendrier électoral en Centrafrique et de s'assurer que la demande des autorités de la transition pour un ajustement technique de la durée de la transition leur soit accordée de manière à leur donner le temps et les moyens nécessaires pour finaliser le processus électoral. C'était la question prioritaire de ce sommet. Et évidemment, pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un climat sécuritaire rassurant. Et il était important que les chefs d'État de la sous-région se penchent sur la situation sécuritaire et s'engagent avec les représentants des Nations Unies, moi-même et mon collègue, le représentant spécial général pour l'Afrique centrale, le professeur Bathily, qu'on discute de façon franche sur la situation sécuritaire
dans ce pays. Alors justement sur cette question sécuritaire, voilà, ouais. Il y a quelques semaines, Catherine Samba-Panza avait lancé quelques pics à la MINUSCA lorsqu'on a vu encore quelques velléités de violence. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Est-ce que la MINUSCA est aujourd'hui à la hauteur de la situation en Centrafrique? D'abord, il faudrait dire une chose. Je comprends les frustrations du chef d'État de la transition et des Centrafricains. Je suis le premier peiné de voir qu'aujourd'hui encore en Centrafrique, la réalité, c'est que des Centrafricains tuent d'autres Centrafricains. La MINUSCA ne commet pas de crime de cet ordre. Donc c'est d'abord le premier constat. Le deuxième, c'est de dire que la Centrafrique ne serait pas au point où elle en est, avec une paix qui est relative, certes, s'il n'y avait pas la MINUSCA et les forces internationales qui sont sur le terrain. Donc c'est d'abord le premier constat. Autrement dit, la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2013, lorsque le pays est rentré dans une situation de chaos. Donc, il reste cependant, et je l'ai déjà noté, que tout n'est pas réglé. Écoutez, vous savez, moi, la première chose qui m'a frappé dans ce pays, c'est de me rendre compte que le secrétaire général m'avait demandé de m'engager dans un processus d'assistance, d'accompagner l'assistance des Nations Unies à un pays où il y avait une myriade de groupes armés. Et au moment où je vous parle, nous avons encore ces groupes armés qui ont profité d'une situation de fragilité des institutions sécuritaires du pays. Je dois peut-être vous dire que la Centrafrique, vous l'avez mentionné vous-même, c'est un pays immense, 2 fois plus grand que le Gabon, avec seulement 4 millions d'habitants. Donc c'est un territoire qui est quasiment livré en l'absence justement de l'autorité de l'État qui doit avoir le monopole de la force légitime en dehors donc de la présence sur le territoire national de forces de sécurité. Eh ben, la nature n'aimant pas le vide, eh bien, il est vrai, il est avéré qu'il y a eu une prolifération de groupes armés et vous avez vous-même situé géographiquement le pays, et qui est entouré d'un ensemble de pays avec quelques exceptions, mais qui font face à des difficultés internes, sécuritaires internes très importantes. Et qui peuvent nécessairement déteindre sur la Centrafrique. Naturellement. Donc nous sommes dans ce contexte-là, avec ces groupes armés, en l'absence d'un accord politique ferme qui contraindrait justement les différents acteurs à s'engager dans un processus de DDR, hein, donc des armements, des mobilisations, rassemblements, etc. Et en l'absence justement d'une réforme du secteur de la sécurité qui soit effective, eh bien, nous sommes, c'est vrai, sur un terrain où nous n'avons pas la capacité de faire ce que nous savons faire, naturellement, qui est de maintenir la paix. Nous nous retrouvons dans une situation où, en face de nous, il y a les groupes armés, certains organisés, mais aussi dans cette situation quasi anarchique, eh ben, il y a une prolifération aussi de gangs, voilà, de groupes criminels. Nous allons peut-être arriver sur cette question. Alors, après tous les scandales qui ont éclaté, comment imaginez-vous instaurer la confiance entre la MINUSCA et les populations? Mais, la confiance d'abord, elle n'est pas rompue entre la MINUSCA et les autorités de la transition. Ce que les autorités de la transition disent, c'est que beaucoup a été fait. Mais il reste que nous sommes, et nous le reconnaissons, confrontés régulièrement à ces groupes armés qui sont malheureusement politiquement manipulés et qui, vous le savez, il suffit simplement de l'action de quelques individus déterminés à créer le chaos, même dans des nations structurées, pour que la totalité de l'économie d'un pays s'arrête. Nous venons de le voir en Europe. Donc, ce que nous disons, c'est que la Centrafrique est un pays qui sort de conflit, c'est un pays qui reste extrêmement fragile, et nous avons donc des forces de sécurité nationales qui sont encore dans un processus de réhabilitation. Elles n'ont pas toutes les capacités. Nous avons des forces de maintien de la paix qui viennent avec un mandat spécifique de garder la paix dans une situation où il y a un conflit et où elles font l'objet d'attaques régulières de la part de groupes qui sont lourdement armés.
Donc nous sommes en train en ce moment d'ajuster notre outil. Nous sommes dans une montée en puissance qui fait que nous venons à peine de recevoir il y a quelques jours des forces spéciales. J'en attends d'autres. Et je n'ai aucun doute sur le fait que dans les jours à venir, nous allons reprendre le dessus sur ces fauteurs de troubles. Alors les forces spéciales qui sont constituées de Sénégalais, de Bangladais, Tout à fait. qui sont rompus à la guérilla urbaine, c'est bien cela. Et c'est pour cela que vous avez demandé ces forces spéciales, puisqu'en fait il s'agit d'une guérilla urbaine entre les différents groupes armés. Vous le dites et vous avez raison, malheureusement. C'est la situation à laquelle, imaginez-vous simplement, nos policiers et nos militaires, peut-être encore les militaires sont rompus dans l'art de la guerre, mais les policiers qui sont censés assurer la sécurité et les gendarmes en milieu urbain se retrouvent tout d'un coup avec des groupes lourdement armés. Manifestement, il faudra un temps d'ajustement, elles ne seront pas préparées. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes en train de reprendre le dessus. Et je n'ai aucune inquiétude sur le fait que le plan de sécurisation qui a été mis en place, la ville de Bangui est passée d'un contrôle sous commandement policier à un contrôle sous commandement militaire. Et ce qui fait que les événements du 26 septembre, qui nous ont, quelque part, il faut le reconnaître, quelque peu surpris tous, parce que nous étions engagés dans un processus politique, et causé tant de morts, en octobre, les mêmes tentatives n'ont pas produit les mêmes effets, parce que nous avons déjà investi le terrain. Et juste un exemple. Vous savez, je suis le premier, encore une fois, à déplorer la mort d'innocents. C'est simplement inacceptable. Et je le dis encore, ce sont malheureusement des Centrafricains qui tuent d'autres Centrafricains. Mais lorsque ces populations centrafricaines, et dont le nombre malheureusement de réfugiés, de personnes déplacées internes ne fait qu'augmenter depuis les événements du 26 septembre, lorsque ces populations sont dans la peur, dans Bangui ou à l'intérieur du pays, vous ne serez pas surpris, mais elles vont naturellement chercher refuge autour des camps où se trouvent les forces des Nations Unies. Parce qu'elles savent que là-bas, elles recevront justement la protection qu'elles recherchent. Donc c'est plutôt cela. Évidemment, et non pas toute la protection, parce que nous sommes en situation dans un cycle infernal de provocation, de violence et de revanche, qui est un cycle infernal, qui est le fait de ces saboteurs de la paix en République centrafricaine. Nous sommes donc dans une situation d'alerte permanente. Voilà, c'est un peu ce qui donne l'impression d'une situation d'insécurité larvée. Voilà. Alors votre mission est une mission d'interposition, il me semble, mais la paix tarde à venir sur le sol centrafricain. Est-ce que vous avez imaginé muer cette force en une force d'intervention, de telle sorte qu'on puisse endiguer l'avancée de ces bandes armées? Non, d'abord, je veux le dire et le redire. La paix est soumise à une rude épreuve en République centrafricaine. Mais il n'y a pas de guerre ouverte en République centrafricaine. C'est d'abord la première chose à dire et à redire. Et je crois que cela, nous le devons à la présence des forces internationales, à la MINUSCA qui est sur le terrain. Ce n'est pas parfait. Donc il nous faut faire encore plus. Et c'était précisément le message que les chefs d'État de la sous-région ont émis aux Nations Unies. Pour ceux qui étaient au sommet, les chefs d'État ont décidé, je crois dans le communiqué public, d'envoyer une mission que dirigera la présidence gabonaise à travers le ministre d'État Issozé Godé, entouré évidemment de la médiation internationale dirigée par le président Sassou Nguesso, et évidemment de la CEAC. Une mission va être dépêchée par les plus hautes autorités, par le chef de l'État, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et ses pairs de la CEAC, pour qu'elles aillent engager des entretiens avec les plus hautes autorités onusiennes à l'ONU, à New York. Et je crois que c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'échange qui va s'établir entre nous et la sous-région, que nous pourrons trouver les solutions les plus idoines, les plus appropriées pour répondre à ces menaces qui sont absolument dynamiques auxquelles nous faisons face. Mais déjà, je crois, au moment où cette mission que nous souhaitons également va être diligentée,
Nous pensons que dans les prochaines semaines, la situation sur le terrain aura déjà évolué d'une manière qui soit beaucoup plus satisfaisante. Mais lorsque je le dis, je dois être absolument transparent sur le fait qu'au moment où je vous parle, malheureusement, en dehors de Bangui, dans d'autres régions du pays, eh ben, nous assistons encore une fois, ici et là, à ces exactions. Est-ce que c'est parce que la MINUSCA ne se trouve pas dans d'autres régions du pays, qu'elle soit uniquement concentrée dans la capitale? Non, non. Nous avons au total à peu près 12 000, 10 000 militaires et à peu près 1500 à 1800 policiers. Le pays est immense, comme vous l'avez rappelé vous-même. Nous ne sommes pas qu'à Bangui. Et ce que j'aime bien rappeler à mes interlocuteurs, c'est que la paix en Centrafrique, ce n'est pas que Bangui. Hein. Et ce pays immense n'est pas en guerre. C'est un pays qui est secoué, constamment secoué, et cela est regrettable. Voilà pourquoi je profite de l'occasion également pour dire que la sécurité, ce n'est pas seulement une question militaire. La sécurité, c'est d'abord et avant tout le vouloir vivre ensemble. Et voilà pourquoi, encore une fois, je me félicite de l'appel lancé par les chefs d'État de la CEC ce matin à toutes les forces politiques et politico-militaires centrafricaines pour qu'elles embrassent la cause de la paix. Mais est-ce qu'il y a des sorties pédagogiques de la MINUSCA dans ce sens-là? Comment vous opérez sur le terrain pour amener les populations à s'approprier cette paix-là? Mais nous l'animons. Pour vous donner simplement une idée, nous sommes représentés dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire centrafricain. Nous avons des bureaux, secteur par secteur, département par département, nous sommes présents sur le terrain, nous avons des équipes multisectorielles, et parce que notre mandat est multidimensionnel, nous ne faisons pas que de la sécurité, et donc voilà, cette présence est là. Nous travaillons avec les acteurs de la société civile centrafricaine, nous travaillons avec les autorités régionales, locales centrafricaines, dont d'ailleurs nous contribuons énormément à la remise sur pied, parce que, tenez-vous bien, le travail de restauration de l'autorité de l'État est un travail immense. Nous y mettons l'ensemble de nos moyens. Le pays est tellement grand, avec peu ou quasiment des infrastructures inexistantes. Et donc, le seul moyen de transport entre les différentes villes, les différentes régions du pays, c'est Air MINUSCA. Donc voilà, c'est un pays qui a besoin d'une assistance colossale de l'ensemble des partenaires. Et encore une fois, ici, vraiment me féliciter du fait que dans cette sous-région et sur ce continent, rarement a-t-on vu un tel engagement d'une communauté. Le président de la République l'a mentionné ce matin, depuis un peu plus de 20 ans que cet engagement de la communauté internationale est absolument dynamique à l'appui, aux côtés de la Centrafrique. Et donc ça va être un travail de longue haleine. Et je vais peut-être finir en disant simplement ceci, qu'il serait quasiment, disons, injuste, je comprends l'impatience, qu'on demande à la MINUSCA de régler. La MINUSCA n'a que 1 an de vie, hein, c'est ce qu'il faut peut-être rappeler, qu'on demande à la MINUSCA en 1 an de régler des problèmes qui sont absolument mais enracinés, qui sont profondément enracinés dans une société qui souffre de ce mal de vivre depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein, voilà, c'est un peu pour mesurer l'ampleur. Nous ne demandons pas 20 ans pour régler ces problèmes. Mais je crois que si il y a cet engagement constant de la communauté internationale, en partant de la région, dont le leadership est absolument remarquable, avec l'appui de la MINUSCA et surtout le bon vouloir des Centrafricains de changer la donne dans leur propre pays, eh bien, je suis absolument confiant que nous parviendrons à des résultats remarquables. Et nous attendons beaucoup également, c'est juste une parenthèse, de la prochaine visite du pape pour précisément encourager les Centrafricains à aller vers plus de réconciliation et vers ce vouloir vivre ensemble. Vouloir vivre ensemble que la MINUSCA demande aux populations centrafricaines. Le pays est empêtré dans une crise larvée, vous le savez. Il traverse une période de transition politique et administrative. J'ai sur ce plateau M. Parfait Onanga Anyanga, qui est le représentant du
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine. Nous parlons justement sur la situation en Centrafrique. Nous allons à la pause, on se retrouve juste derrière. Retour sur ce plateau, je vous rappelle que je suis avec M. Parfait Onanga Anyanga, qui est le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine. C'est le chef de la MINUSCA et nous allons, pour cette deuxième partie de l'émission, continuer à parler de la situation de crise politique en République centrafricaine où les populations regardent la MINUSCA un tout petit peu en chien de faïence, si je ne m'abuse, parce que pour elle, les résultats escomptés ne sont pas ceux que l'on voit sur le terrain par rapport au maintien de la paix. C'est vrai que vous l'avez dit, la MINUSCA n'a qu'une année d'existence et qu'on ne peut pas nécessairement avoir les résultats qu'on veut, je vais dire, du tac au tac. Alors, comment vous pouvez rassurer les populations? Parce que le cri de cœur lancé par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, je le disais tantôt, qui a lancé quelques pics à la MINUSCA, c'est un tout petit peu le relais de l'opinion du peuple centrafricain. Je l'ai reconnu en vous disant que j'étais le premier à être frustré de voir que malgré les efforts colossaux que nous déployons pour restaurer la paix et la stabilité en Centrafrique, il reste des défis immenses et je suis donc conscient du fait que beaucoup reste à faire. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous, là, vous ne pouvez pas profiter de cette tribune pour, je veux dire, présenter la situation matérielle de la MINUSCA en République centrafricaine, matérielle et humaine? Peut-être faudrait-il renforcer le dispositif. Est-ce que tous les moyens sont là? On fait face à un pays immense, on fait face à 4 millions de population, on fait face à des infrastructures inexistantes, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la MINUSMA soit davantage présente sur le terrain et visible? Écoutez, c'est un dialogue qui est permanent entre le secrétaire général des Nations Unies, le Conseil de sécurité, entre nous-mêmes sur le terrain et les autorités nationales. La réalité, c'est que lorsque une mission est décidée par les Nations Unies, il s'agit d'une mission de maintien de la paix, comme son mot le dit, comme son mot l'indique. Il se trouve cependant que dans le cas de la Centrafrique, la paix reste absolument fragile. Il reste surtout que cette volonté de paix, qui est, il faut le dire encore une fois, la volonté du plus grand nombre, reste constamment battue en brèche, remise en cause par un groupe de personnes déterminées et il faut absolument qu'on se parle le plus franchement possible. Et je vous dirais simplement qu'il n'est pas dans notre mandat de nous retrouver dans un pays qui reste un pays souverain, qu'on était censé appuyer. Nous n'avons pas mandat de nous substituer à l'État centrafricain. Donc il va certainement avoir un besoin de recalibrage en raison des fragilités structurelles de ce pays qui, comme vous le savez, a été traversé de conflits depuis une vingtaine d'années. Donc il va y avoir certainement besoin d'un recalibrage et les chefs d'État, encore une fois, ont évoqué la nécessité, par exemple, d'un mandat plus fort. Mais nous avons un mandat qui a été décidé sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité. Donc le mandat en soi est un mandat fort où nous pouvons et nous avons le droit d'utiliser la force lorsque nous avons en face de nous des groupes armés qui font obstacle justement au travail de restauration de l'autorité de l'État. Et nous l'avons fait. Nous avons utilisé la force brutale, la force armée, elle a été utilisée, elle le sera encore le 10 octobre, lorsque un groupe armé dont le nom ne vous est certainement pas familier est parti du nord du pays et envisageait d'aller prendre Bangui, comme c'était le cas encore en 2013 avec la descente des ex-Seleka. C'est un groupe ex-Seleka.
Eh bien, ce groupe a trouvé en face de lui la détermination, le feu croisé de la communauté internationale à travers la MINUSCA et à travers les forces sangaris. Eh bien, nous avons mis hors d'état de nuire, nous avons neutralisé un nombre important de ces forces, ce qui a mis un coup d'arrêt à leur aventure vers Bangui. Donc, nous sommes préparés en tant que force à utiliser la force toutes les fois que cela est nécessaire et mettre hors d'état de nuire une force, un groupe armé qui s'opposerait justement à l'expression de l'autorité d'État. Cependant, et je le redis encore une fois, là où nous sommes moins outillés, c'est de mener des guerres asymétriques. Lorsque nous nous retrouvons, vous l'avez dit vous-même, dans une situation de quasi-guérilla urbaine, j'ai été moi-même pris sous le feu de certains de ces groupes lorsque j'allais visiter ces populations civiles qui avaient été prises en otage dans cette église de Fatima. Au moment où le convoi des Nations Unies est rentré en voiture blindée dans cette église, eh ben, ces groupes armés se sont permis justement d'ouvrir le feu. Caillasser les voitures. Mais alors, elles sont constamment caillassées. Mais alors justement, par rapport à ça, et là encore une fois, le pays n'est pas Bangui. Et nous regrettons et déplorons le fait que malheureusement, lorsque parfois il y a un discours populiste, qui tend à vilipender la MINUSCA, qui est la seule force dans le pays qui y stabilise la vie des populations, lorsque ces populations-là sont malheureusement, on leur présente la réalité d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'elle est, eh bien, on finit de passer de sauveur en auteur de crimes. Et donc, nous devenons quasiment des victimes lorsque nous sommes mal présentés dans la société, lorsque nous sommes vilipendés. Eh bien, le résultat, c'est cela. Et nous avons attiré l'attention des autorités en leur disant « Attention, cela n'aidera pas la cause de la paix en Centrafrique. » Parce que toutes les personnes, tous les groupes qui sont contre la MINUSCA sont contre la Centrafrique, pour une raison simple. Parce que si elles réussissent cette opération de manipulation qui viserait à nous rendre pratiquement responsables de tous les maux de la Centrafrique, eh bien, une fois que nous serons exposés de la sorte sur la place publique, le lynchage se fera de la manière la plus simple, et nous l'avons vécu à certains moments, lorsqu'il y a des soubresauts dans la ville de Bangui, nos voitures sont caillassées, et je déplore moi-même la perte de nombreux biens des Nations Unies, et même de certains de mes soldats, dont le sacrifice pour ce pays mérite absolument d'être connu. Alors, à vous entendre parler, la paix, on l'a dit depuis le démarrage de cette émission, la situation sécuritaire est volatile en République centrafricaine. La paix tarde à véritablement prendre la forme escomptée par la communauté internationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce pays sous tutelle onusienne? Écoutez, c'est un commentaire que j'apprécie, mais je crois que en le disant, vous mesurez bien l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Absolument, parce que nous sommes pratiquement à un mois de la présidentielle en République centrafricaine et la paix n'y est pas encore. Est-ce qu'il faut y aller à marche forcée simplement parce qu'il faut sortir de la transition et donner le pouvoir à un président élu démocratiquement et laisser ces poches de résistance ou ces velléités d'insécurité qui sont à travers le pays? Est-ce qu'il faut nécessairement le faire simplement pour sortir de la transition ou alors il faut complètement nettoyer le pays sous tutelle onusienne et après donner un mandat à un Centrafricain pour qu'il dirige le pays en toute quiétude? Parce qu'aujourd'hui, la situation est assez difficile et assez volatile, comme on le dit. Écoutez, le bon sens vous inspire certainement ces commentaires. Et j'ai moi-même, au début de mon mandat, pensé qu'il était périlleux de nous lancer dans un processus électoral alors qu'il y avait encore dans le pays tant de groupes armés qui sévissaient. Cependant, vous savez, le pays est rentré dans une transition. Et le fait de toute transition, c'est de ne pas durer. C'est une transition politique, un arrangement qui est trouvé pour que, au moment où le pays traverse une crise politique profonde, militaro-politique profonde,
où les structures de l'État sont fragilisées, où il y a une polarisation extrêmement grave de la société, où les structures mêmes de l'État deviennent inexistantes, eh bien, il était nécessaire et indispensable de mettre en place, pour vraiment, c'est presque un exercice de salut national, que des Centrafricains prennent l'engagement, pratiquement soient volontaires, pour mener les affaires courantes de l'État et très rapidement tout faire pour restaurer l'ordre constitutionnel. Et ces élections vont commencer par d'abord un référendum sur la nouvelle constitution et à la suite de ce référendum, il faut tout faire pour doter le pays d'institutions. Le pays n'a jamais organisé d'élection qui ait intéressé l'ensemble du territoire national. C'est quasiment la moitié des Centrafricains qui, malgré les immenses défis, se sont rués sur les listes électorales et veulent désormais voter pour changer justement l'ordre des choses dans leur pays. Ce qu'ils ont dit, et le président de la République l'a dit ce matin, ce qu'ils ont dit, ils veulent désormais que l'avenir de leur pays se décide par les urnes, pas par les armes. Ils veulent mettre fin au bruit des canons. Et donc, c'est notre responsabilité de faire deux choses. Et la CEAC l'a fait, d'accueillir favorablement la demande des autorités de la transition pour que ce temps nécessaire qu'ils ont demandé, au-delà du 30 décembre, qui était la date de fin de la présente transition, leur soit accordé pour que, justement, elles finalisent le processus électoral dont, si le calendrier actuel était mené à échéance, on aurait un deuxième tour le 27 janvier prochain. Donc, l'idée d'avoir des autorités, au fond, c'est pas, on ne rêve pas de régler tous les problèmes de la Centrafrique avec une élection. Non, on veut simplement là, et vous avez raison, voyez-vous, 2 millions de Centrafricains, bravant tous les défis et disant, nous voulons aller voter, parce que ces populations veulent choisir leur leader. Ce sera à ces leaders, investis de la légitimité populaire, qui auront la responsabilité de travailler avec nous, mais aussi avec la sous-région, dans ce compact qui leur permettra justement de relever les immenses défis les uns après les autres, le désarmement, la réconciliation, la réforme du secteur de la sécurité, de la justice, enfin bref, rebâtir un État. La MINUSMA restera. Nous serons, la MINUSCA, oui, sera absolument, nous restons engagés. Pour autant que les Centrafricains le voulons, parce que même si, pour l'instant, étant sous chapitre 7, on n'a pas besoin de la volonté du pays, nous serons de toute façon dans le pays, mais à un moment ou à un autre, il faudrait que la volonté des nouvelles autorités soit également exprimée. Et je crois que c'est le vœu de la CEAC en tout cas, sachant très bien que l'œuvre de stabilisation de la Centrafrique ne se fera pas en un jour, je crois que c'est la détermination et l'engagement de ces autorités, de ces chefs d'État de la CEAC, de voir un engagement plus ferme et plus soutenu de la communauté internationale. Je veux au passage d'ailleurs saluer ici l'engagement des États de la sous-région qui ont fait des annonces de contributions importantes au processus électoral, montrant ici qu'à leur engagement politique, il y a aussi un engagement financier et budgétaire pour permettre à la Centrafrique de sortir de cette situation. Alors, au regard du tableau que nous venons de dépeindre de la République centrafricaine, on constate aussi que les frontières de ce pays ont une porosité importante et que la Centrafrique risque de constituer le terreau de nombreux groupes djihadistes qui sévissent en Afrique centrale aujourd'hui, notamment Boko Haram qui frappe au Cameroun et au Nigeria. Est-ce que la MINUSCA voit ce qui peut arriver après cette élection présidentielle, après que le mandat de la MINUSCA se soit achevé? Les questions de sécurité vont demeurer, ou d'insécurité, c'est cela. C'est une préoccupation légitime et pertinente. Vous avez absolument raison de mettre le doigt sur cette question. Et c'est une question qui a d'ailleurs été évoquée par les chefs d'État de la CEAC ce matin. Ils ont eu en troisième point, effectivement,
précisément la situation de l'insécurité liée aux activités des groupes terroristes dans la sous-région. Et pour l'instant, c'est ce Boko Haram qui est cette nébuleuse, ce groupe terroriste d'une violence inouïe et qui commet depuis déjà plusieurs années tant de dégâts, tant de morts dans les pays de la sous-région, mais déjà au Nigeria qui est l'épicentre justement de ce phénomène. Absolument. Et puis au Cameroun voisin et également au Tchad. Tout cela est extrêmement déplorable et préoccupant, et voilà précisément pourquoi il faut tout faire pour que la stabilité revienne le plus rapidement possible en République centrafricaine. Et l'appel des autorités, des chefs d'État de la sous-région, à l'endroit des groupes armés centrafricains pour leur demander d'honorer leurs engagements, pour que précisément ces groupes acceptent de baisser les armes, de renoncer justement à la guerre comme moyen de résolution de leur conflit. Tout cela est extrêmement important. Et il faut tout faire pour que la Centrafrique ne soit plus ce ventre mou, précisément. Qu'on évite que ce pays immense, aux frontières poreuses, comme vous l'avez si justement décrit, ne soit pas justement la prochaine terre de prédilection de ces groupes armés. Il faut se féliciter qu'à ce jour, ce ne soit pas le cas, et il n'est pas exclu que la présence de la MINUSCA soit également dissuasive à cet égard. Mais il faut demeurer vigilant. Alors, un documentaire réalisé sur la Centrafrique montre l'exploitation du bois. Ce documentaire s'appelle « Le bois du sang ». Ce sont en fait des forestiers qui financent des groupes rebelles à travers la vente de ce bois-là. Est-ce que la MINUSCA est au courant de cela? Qu'est-ce que la MINUSCA peut faire pour endiguer ce phénomène? Écoutez, ce n'est malheureusement pas que le bois, mais c'est aussi tous les autres minerais, le diamant, l'or. Le Conseil de sécurité a demandé à la MINUSCA, dans notre mandat, de veiller justement à l'exploitation de toutes ces ressources naturelles pour qu'elles soient faites selon les normes, que cette activité ne soit plus une activité illicite et que ces importantes ressources puissent justement être orientées vers le financement des dépenses publiques. Et on reconnaît malheureusement que ça reste un défi immense. Ça reste un défi immense. Et nous sommes donc à pied d'œuvre pour précisément, à travers tout le travail de sécurisation du pays, nous sommes en train de nous assurer que ce type d'activité, justement, prenne fin le plus rapidement possible. Mais ça fait partie, effectivement, des défis auxquels nous faisons encore face dans ce pays, malheureusement. On va peut-être parler de vous. Votre entourage a longtemps indiqué que la Centrafrique n'était pas le poste que vous convoitiez initialement. Était-ce votre propre avis? Je n'étais pas du tout au courant de cette conversation. Non, vous savez, nous sommes un peu comme des soldats, hein, si je peux prendre cette analogie. Nous sommes au service de l'organisation, nous allons où le service et le devoir appellent. Et je dois très franchement vous dire que si j'avais à choisir, je choisirais encore la Centrafrique. Parce que c'est un défi immense. Parce que, au fond, vous savez... Vous ne choisirez pas le Burundi parce que vous étiez précédemment au Burundi? J'en viens. Non, nous avons... que ce soit le Burundi. Enfin bref, je suis prêt à aller vers toutes ces terres de souffrance de notre continent. Parce que avant d'être un fonctionnaire international, je suis avant tout, c'est vrai, un Gabonais, mais aussi surtout un Africain. Et vous savez, lorsque la situation sécuritaire, politique, humanitaire ou des droits de l'homme va mal dans n'importe quel pays du continent, on dit la situation va mal en Afrique. Et donc, je me sens absolument intéressé, et c'est un privilège immense que le secrétaire général m'ait demandé d'aller vers ces terres de souffrance. Et je crois que
il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui fasse ce travail et je suis absolument privilégié de pouvoir le faire. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait envisagé de vous nommer coordonnateur de la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. Que pense Ban Ki-moon du terrorisme en Afrique centrale? Il en est choqué. Le secrétaire général ne comprend pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, des groupes armés, en tout cas des organisations terroristes, aient choisi de détruire avec la plus grande ignominie la vie de populations innocentes, comme c'est le cas aujourd'hui dans un certain nombre de pays de l'Afrique centrale. Et cela est déplorable. C'est bien pour cette raison qu'ils m'ont fait demander d'assumer cette fonction pendant près de 8 mois à l'ONU, au siège à New York. Et au cours de cette période, qui a été une période extrêmement fascinante, j'ai participé avec l'Union africaine, avec les pays de la CEAC, mais aussi de la CEDEAO, étant donné que ce fléau du terrorisme frappait violemment la République fédérale du Nigeria. Eh bien, j'ai pu participer avec toutes ces institutions à la mise en place de la force multinationale qui a été établie par les États de ces deux sous-régions pour répondre justement aux défis immenses que pose Boko Haram à ces pays-là. C'est une entreprise qui, malheureusement, va encore préoccuper nos pays, l'ensemble de ces deux sous-régions, mais aussi la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité, parce que, malheureusement, comme je le disais tantôt, il n'est pas facile de mettre fin à cette nébuleuse, et dans une guerre asymétrique, il suffit de très peu précisément pour créer le chaos. Mais restons confiants dans la capacité du monde à vaincre à terme ces groupes terroristes dont malheureusement les ambitions, les préoccupations restent absolument inconnues de nous tous. Et il faudrait simplement dire, peut-être pour finir, que le fléau du terrorisme ne peut être justifié ni par une cause, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la nature des divergences qui peuvent opposer des populations à leur communauté, rien ne justifie le sacrifice et les horreurs que nous voyons aujourd'hui à travers le monde. Mais je reconnais que la tâche reste extrêmement immense. Alors, vous avez hérité, après le départ du général Babacar Gaye, dans un contexte, on le sait, et dans une position assez sérieusement écornée. Vous avez donc hérité d'une MINUSCA assez touchée dans son amour-propre parce qu'il y a eu des scandales de viol, de ci et de ça. Est-ce que la situation s'est améliorée considérablement? Écoutez, ce qui s'est amélioré, c'est déjà le fait qu'on en parle. Il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut en être révolté. Il n'est pas normal et il n'est pas acceptable que des forces envoyées pour apaiser la souffrance des populations les plus vulnérables soient impliquées dans des actes aussi odieux. Donc c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est de dire que toutes les fois que des populations civiles seraient soumises à de telles horreurs, eh bien, notre élan naturel serait d'aller, de nous ranger avec les victimes et de dénoncer les horreurs et les souffrances qui leur sont infligées. Mais il faut garder toute proportion ici et peut-être rappeler quelque chose. D'abord, M. Babacar Gaye, qui est un collègue et un frère, un homme d'une compétence absolument remarquable et reconnue par l'ensemble des autorités onusiennes, n'a pas personnellement, individuellement commis un forfait de ce type. Donc nous avons tous déploré les conditions évidemment qui ont conduit évidemment à son départ.
le secrétaire général et Babacar ont simplement reconnu et accepté cette responsabilité institutionnelle qui est la nôtre et à laquelle je suis moi-même préparé. Le chef prend toutes les responsabilités lorsque malheureusement on se retrouve dans des situations de ce type. Mais il faut peut-être rappeler que d'abord, il s'agit de réaffirmer ici l'engagement des Nations Unies et de dire que c'est une infime, même pas 1%, une infime minorité de nos hommes et de nos hommes en troupe, en uniforme, qui se retrouvent impliqués dans ces horreurs. Et nous avons dit, et nous le redisons, que puisque la nature humaine est faible, mais les sanctions seront fortes. Mais on reconnaît le sacrifice immense, y compris d'ailleurs de troupes gabonaises qui sont impliquées dans la stabilisation de la sous-région, de la Centrafrique, et les forces de la sous-région qui, nombreuses, ont payé le prix ultime, le sacrifice ultime, pour essayer de restaurer la paix et la stabilité dans ce pays. Donc, il est, je crois, injuste de ne percevoir la MINUSCA qu'à travers, évidemment, les forfaits absolument répréhensibles de quelques-uns, mais nous n'avons aucune complaisance. Nous avons une politique de la tolérance zéro, elle est appliquée avec la plus grande fermeté, mais nous disons que l'œuvre de pacification, de stabilisation de la Centrafrique est une œuvre qui, évidemment, va passer par un ensemble de sacrifices. Et il faut peut-être dire également qu'il faudrait qu'on soit patient. Il faudrait qu'on soit patient. Il faudrait qu'on sache également que sur le terrain, nous avons malheureusement des troupes qui ont été déployées, certaines par leur pays depuis plus de 2 ans, qui n'ont pas eu de rotation, hein, qui n'ont pas de nouvelles de leur famille. Voilà. Donc ce sont des troupes qui sont fragilisées quelque part et qui se retrouvent malheureusement exposées dans ces situations qui sont déplorables. Mais j'ai confiance dans la capacité de notre institution, de notre organisation, de faire valoir ce qui fait que nous soyons les Nations Unies, c'est-à-dire la protection des populations civiles, la promotion des droits de l'homme et de la démocratie et dans une liberté plus large pour l'ensemble des populations du monde. Ce sera votre dernier mot, Monsieur Parfait Onanga Anyanga. Vous êtes le représentant du secrétaire général des Nations, de l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine. Merci d'être arrivé sur le plateau de Carnopolitis. Mais avant de partir, je vous propose de signer le livre d'or de Carnopolitis. Dites tout ce que vous voulez dire sur l'émission. Merci. Et sur les programmes à Canal 7. C'est un immense privilège d'avoir été votre invité. Merci beaucoup. On est quand aujourd'hui? Nous sommes le 25 novembre 2015. Voilà. Alors je peux lire? Oui, peut-être lire pour les téléspectateurs. Alors, je dirais simplement merci, cher Carnot, pour cette unique opportunité d'offrir à vos téléspectateurs et à la communauté nationale une perspective plus équilibrée de la mission complexe de la MINUSCA en RCA. J'ai été particulièrement impressionné par la profondeur de votre connaissance du sujet. Je considère que votre intérêt pour la RCA constitue une contribution exemplaire à la cause de la paix dans ce pays. Merci encore. Merci, Monsieur Parfait Onanga Anyanga. Je rappelle que vous êtes le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine. Vous étiez l'invité de Carnopolitis. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. À bientôt.